vous connaissez ce moment où votre vie n'est pas seulement une catastrophe ferroviaire, mais un désastre méticuleusement chorégraphié dirigé par une divinité particulièrement rancunière? Ouais, c'était mon Noël. Apparemment, mon mari Marc n'était pas seulement un homme au plaisir simple. C'était un connaisseur de la complexité, plus précisément du genre qui implique de jongler avec deux familles entières. Et moi, Béatrice, sa femme prétendument dévouée depuis 15 ans, était sur le point de faire irruption dans son petit cirque domestique. Pas avec des larmes, notez bien, plutôt comme un lâcher de micro, sardonique et parfaitement synchronisé. Apparemment, je n'étais pas seulement invisible. J'étais aussi transparente. Un fantôme dans mon propre mariage, flottant à travers une vie qui, il s'avère, n'était qu'un substitut pour l'autre vie de Marc. Celle avec l'autre femme, les autres enfants, l'autre chien, et probablement même l'autre jeu de club de golf. Qui aurait cru que mon mari était un tel performeur? La plupart des hommes peinent à se souvenir d'un seul anniversaire. Marc, lui, bâtissait tout un univers parallèle. Mon univers, quant à lui, se composait de moi, d'une tasse de café perpétuellement à moitié vide, et du soupçon grandissant que nos week-ends romantiques n'étaient en fait pour lui qu'un moyen de rattraper le retard sur la lessive de son autre famille. La révélation n'est pas venue avec un coup de théâtre dramatique, pas de silhouette dans l'ombre ni de confession chuchotée. Elle est venue avec une facture de service public égarée, une facture d'eau pour être précise, adressée à la famille Meunier à une adresse que je ne reconnaissais pas, mais avec le nom de Marc clairement imprimé comme titulaire du compte. Ma première pensée, oh, comme c'est charmant. Marc achète enfin une maison de campagne sans me le dire. Ma seconde pensée, une milliseconde plus tard, fut moins charmante et plus du genre, oh, espèce de cliché humain absolu et sans originalité. Parce que l'adresse n'était pas une maison de campagne. C'était un pavillon de banlieue parfaitement entretenu, avec une balançoire dans le jardin et un monospace qui ressemblait étrangement à celui que Marc empruntait à son frère un week-end sur deux. J'ai fixé cette facture, mon cerveau effectuant une danse de chargement au ralenti. Ce n'est pas la colère qui m'a frappé en premier. C'était une confusion profonde, presque philosophique, comme découvrir que votre série préférée avait un spin-off secret que vous n'aviez jamais été invité à regarder. Le Marc Show, édition double vie, et je n'étais qu'une figurante récurrente en arrière-plan dans la série originale de plus en plus ennuyeuse. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu l'étaler sur une tartine. Marc, qui ne se souvenait même pas de sortir les poubelles le mardi, avait réussi à maintenir une seconde existence clandestine pendant des années. Le génie logistique pur était presque admirable si ce n'était pas si totalement destructeur pour l'âme. Je me souviens avoir pensé, eh bien, cela explique pourquoi il avait toujours l'air si fatigué. Ce ne sont pas les nuits tardives au bureau. Ce sont les nuits tardives à l'autre bureau avec l'autre famille. Cela expliquait probablement pourquoi il ne pouvait pas venir à la pièce de théâtre de notre fils parce que, le travail était juste dingue, chérie. Et moi, béni soit mon petit cœur naïf, j'avais tout gobé à chaque fois. J'étais si doué pour être la femme compréhensive et solidaire, je méritais pratiquement un César du meilleur second rôle féminin dans une tragédie dont j'ignorais faire partie. Les jours suivants furent un flou d'enquêtes silencieuses sur Internet et un sentiment croissant de détachement surréaliste. Je l'ai trouvée sur Facebook, bien sûr, Blandine Meunier. Elle était blonde, pétillante et ressemblait exactement au genre de femme qui fait son pain bio et anime des clubs de lecture. Sa photo de profil la montrait rayonnante aux côtés de Marc, deux enfants accrochés à ses jambes. Mes enfants, eux, s'accrochaient à mes jambes en demandant pourquoi papa travaillait toujours. L'audace. Il ne travaillait pas. Il jouait à la dinette avec une toute nouvelle distribution de personnages. C'était comme s'il s'était lassé de notre scénario et avait décidé d'auditionner pour un nouveau sans prendre la peine de dire à l'actrice principale originale qu'elle avait été remplacée. Je ressentais un mélange étrange d'émotions. De la surprise, évidemment. De l'indignation, absolument, mais aussi une sorte d'amusement pervers. Parce que ce n'était pas seulement une trahison, c'était une comédie des erreurs, une farce aux proportions épiques. Mon mari, l'homme qui avait un jour passé 1 heure à chercher ses clés de voiture alors qu'elles étaient dans sa main, était un maître de la tromperie. C'était presque impressionnant, presque. L'idée de le confronter, de crier, de pleurer, de jeter des objets. Cela semblait si banal, si attendu. Et Béatrice chérie n'est pas banale. Béatrice chérie préfère un grand geste théâtral, surtout quand cela implique une humiliation publique et un accompagnement de sauce aux érelles. La date de la facture de service public était le 23 décembre.
Marc m'avait déjà informé qu'il serait bénévole pour une maraude sociale ce jour-là pour le réveillon, une excuse noble qu'il nous sortait depuis 3 ans. J'avais toujours pensé que c'était gentil, bien qu'un peu gênant pour nos propres projets de fête. Je réalisais maintenant que la maraude était probablement juste la cuisine de Blandine servant de la dinde et des mensonges. Et c'est là que l'idée, entièrement formée et tout à fait magnifique, a commencé à mijoter. Un festin de Noël, en effet. Mais cette année, j'apporterai le plat principal, une portion de vérité toute chaude garnie d'un accompagnement de chaos total. Et j'avais hâte de voir la tête qu'il ferait. Ça allait être mieux que n'importe quel solde du Black Friday. Plus je rassemblais les pièces de la double vie de Marc, plus cela devenait absurde. Ce n'était pas juste une famille secrète. C'était une existence parallèle méticuleusement élaborée, bâtie sur une fondation de mensonges si fragile qu'une brise de Mistral aurait pu les renverser. Pourtant moi, l'épouse supposée intelligente, avait vécu sous ce château de cartes, merveilleusement inconsciente. Ma mère disait toujours que la famille était tout. Dommage qu'elle pensait que je n'étais rien quand il s'agissait de me défendre contre les légers affronts de Marc, sans parler de ses grandes tromperies. Prenez par exemple la manipulation psychologique. Oh, la manipulation. Marc était un virtuose. Chaque fois que je remettais en question ses rentrées tardives, ses excuses vagues, ses voyages d'affaires soudains dans des endroits qui sonnaient étrangement comme un lotissement dans un département voisin, il retournait la situation. « Béatrice, tu es paranoïaque. Tu ne me fais pas confiance ? Ça me blesse quand tu m'accuses comme ça. » Et moi, l'idiote empathique, je m'excusais. Je m'excusais d'avoir eu une intuition qui hurlait « Ton mari est une ordure qui mène une double vie. » On me faisait sentir comme la folle, celle qui manquait d'assurance, celle qui avait besoin d'une thérapie pour avoir imaginé des choses. Et écoutez, j'ai besoin d'une thérapie, mais pour des raisons tout à fait différentes maintenant, comme apprendre à effacer de ma mémoire les photos de vacances de l'autre femme de mon mari. Ma famille, béni soit-il, ne m'était d'aucun secours. Ma sœur Sophie, dont la devise est « Ne fais pas de vagues, même si le bateau coule », haussait simplement les épaules. Les hommes sont comme ça, Béatrice. Occupés. Il faut juste les laisser tranquilles. Ma mère, toujours traditionnaliste, croyait que le rôle d'une épouse était d'être un soutien, pas d'être curieuse. Une femme heureuse est une femme confiante, roucoulait-elle alors que je n'étais clairement ni l'une ni l'autre. C'était comme être dans une mauvaise sitcom où tout le monde est dans la confidence sauf moi, qui suis le dindon de la farce. On m'a prise pour une idiote. Et moi qui pensais que le clown de la famille était mon oncle Robert avec ses tours de magie douteux. Il s'avère que Marc avait lui-même perfectionné le tour de disparition ultime. Les micro-agressions, autrefois rejetées comme des désagréments mineurs, hurlaient maintenant, signal d'alarme, plus fort qu'une sirène des pompiers. Tu es tellement concentré sur ta carrière, chérie. J'ai peur que tu passes à côté des joies simples de la vie, disait-il, tout en passant probablement à côté de la joie simple de notre vie pour assister au match de football du petit Théo avec Blandine. Ou encore, tu as toujours l'air si fatiguée, Béatrice. Peut-être devrais-tu te détendre davantage. Me détendre. J'étais occupé à gérer un foyer, à élever 2 enfants et à maintenir un emploi à temps plein, tout cela pendant que mon mari vivait sa meilleure vie polygame. L'audace de tout cela était presque poétique. Je me souviens d'un moment particulièrement poignant. Nous étions à un dîner de famille et ma cousine Julie s'extasiait sur l'attention de son mari. Il se souvient même de ma commande de café préférée, gazouillait-elle. Marc, toujours charmeur, tapota ma main. Béatrice aime son café fort, tout comme elle. J'ai souri faiblement en pensant qu'il ne savait même pas que j'étais passé au décaféiné il y a 6 mois parce que j'étais tellement stressé par le fait qu'il soit occupé. Il connaissait probablement la commande de café de Blandine, sa pointure de chaussures et ses secrets les plus profonds et les plus sombres. Moi, je n'étais que Béatrice qui aime son café fort, une caricature, pas une épouse. L'abandon n'était pas seulement physique. Il était émotionnel. Il était présent, mais absent. Ses yeux devenaient vitreux lors des conversations sur l'école de nos enfants, nos finances, notre avenir. Maintenant, je savais pourquoi son avenir était déjà doublement réservé. Son énergie émotionnelle était siphonnée vers une autre adresse, un autre ensemble de problèmes, une autre femme qui pensait probablement être le centre de son univers. Et je restais avec l'équivalent émotionnel de miettes pendant qu'il festoyait à une autre table. Les manipulateurs dans ma vie n'étaient pas seulement Marc. C'étaient les pressions sociétales subtiles, les conseils bien intentionnés mais finalement néfastes des proches,
la croyance enracinée qu'une bonne épouse endure. J'ai enduré. D'accord. J'ai enduré des années à avoir l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas suffire, d'être le problème. Il s'avère que le problème avait une seconde adresse et un nom de famille différent. J'ai commencé à voir l'humour là-dedans, un humour noir et tordu que seule une personne au bord d'une dépression spectaculaire pouvait apprécier. Ma vie était une tragicomédie, et j'étais enfin prête à embrasser mon rôle de narratrice sarcastique. Je me sentais trahi en amour et dans les soldes du Black Friday de la famille, parce que c'est ce que je ressentais. J'étais l'article au rabais remplacé par un modèle plus récent et plus brillant. Mais cet article au rabais avait un plan. Un plan si sournois, si parfaitement synchronisé, qu'il ferait sourire même l'observateur le plus cynique. Ma souffrance n'était pas vaine. C'était de la recherche. De la recherche pour le « lâcher de micro » ultime. Et Noël approchait à grands pas. Mon plan n'était pas seulement discret. Il était si méticuleusement élaboré que la DGSE en prendrait des notes entre deux gorgées de leur café tiède. Je n'étais pas seulement en train de préparer une vengeance. J'ironisais sur ma souffrance, créant des parallèles si drôles que j'en oubliais presque que je complotais la chute publique de mon mari. Ma vie est soudainement devenue un podcast, True Crime. Je m'amusais. Sauf que la victime, c'est moi, et le tueur, c'est l'incapacité de mon mari à garder son pantalon fermé. Et le twist, c'est moi qui raconte la grande finale. La première étape était l'information. Je n'y allais pas à l'aveuglette. Je devais tout savoir. Le nom complet de Blandine, les noms de ses enfants, où ils vivaient, quel genre de voiture elle conduisait, si elle avait des habitudes agaçantes que je pourrais exploiter pour leur valeur comique. Il s'avère qu'elle était professeure des écoles. Une professeure des écoles. L'ironie était délicieuse. Marc enseignant à ses enfants l'honnêteté et l'intégrité tout en vivant simultanément une double vie. Il était pratiquement une hypocrisie ambulante. J'ai même trouvé sa recette de gratin préférée parce que, vous savez, les détails. Mon travail de détective tenait moins de l'imperméable et du feutre que du pantalon de yoga et de l'ordinateur portable. J'ai passé des heures sur les réseaux sociaux à recouper les informations, à reconstituer les chronologies. C'était comme une chasse au trésor très déprimante et très personnelle. Chaque nouvelle information était une petite piqûre douloureuse, mais aussi du carburant pour le feu. Plus j'en apprenais, plus je réalisais à quel point Marc m'avait sous-estimé. Il pensait que j'étais juste la femme calme et sans prétention, trop occupée par ma propre vie pour remarquer la sienne. Il pensait que j'étais aveugle. Oh, chérie. J'attendais juste le moment parfait pour ouvrir les yeux et ensuite pour ouvrir ceux de tout le monde. J'ai commencé à lâcher des indices subtils dans la maison juste pour voir s'il se tortillerait de malaise. Tu sais Marc, disais-je nonchalamment au dîner, j'ai vu un documentaire sur le polyamour l'autre jour. Un truc fascinant. Comment les gens gèrent-ils ne serait-ce que la logistique? Il s'étouffait avec sa purée. Succès. Ou encore, je pensais me lancer dans un nouveau passe-temps, peut-être le journalisme d'investigation. Il me fixait simplement, se demandant probablement si j'étais enfin en train de perdre la tête. Il ne se doutait pas que j'étais déjà une journaliste d'investigation digne du prix Albert Londres, et qu'il était mon sujet involontaire. Le plus grand défi n'était pas de rassembler des preuves. C'était de garder mon calme pour agir normalement, sourire, prétendre que tout allait bien, alors qu'à l'intérieur j'étais une marmite bouillonnante de joie vengeresse. C'était épuisant. Je répétais mes répliques dans le miroir, perfectionnant le haussement d'épaules décontracté, le regard innocent aux grands yeux. Oh, c'est gênant, chuchotais-je, imaginant la scène. Je n'aurais jamais pensé partager une dinde avec l'autre famille de mon mari. Le monde est petit, n'est-ce pas? Mon monologue intérieur est devenu un spectacle de stand-up. Alors, je suis sur le point de m'incruster au réveillon chez la famille secrète de mon mari. Quel est le code vestimentaire pour une dévastation totale? Business casual ou style je viens de découvrir que ma vie est un mensonge? J'ai même envisagé d'apporter un gratin. Un très mauvais, juste pour ajouter l'insulte à l'injure. Mais non, j'ai décidé contre. Le plat principal, c'était moi, et j'allais être parfaitement assaisonné. La planification impliquait une logistique qui rendrait fier un général militaire. Obtenir l'adresse, confirmer l'heure, s'arranger pour que les enfants soient en sécurité avec ma sœur, qui heureusement était hors de la ville et ne pourrait pas accidentellement vendre la mèche. J'ai même consulté les lois françaises sur la bigamie, juste pour le plaisir. Non pas que je prévoyais de porter plainte,
mais c'était agréable de savoir que je le pouvais. Le savoir, après tout, c'est le pouvoir, et dans mon cas, c'était aussi très divertissant. La veille de Noël, Marc, avec son air habituel de suffisance, a annoncé qu'il partait tôt pour aider à l'installation de la distribution de repas. Il m'a même fait un béco sur la joue. Un béco? L'audace de cet homme qui m'embrasse pour me dire au revoir avant d'aller célébrer une fête avec son autre femme. J'ai failli éclater de rire. Amuse-toi bien, chérie, ai-je gazouillé, ma voix dégoulinant d'une ironie si subtile que moi seul pouvais la goûter. Il n'en avait aucune idée. Absolument aucune idée. Et ça, cher lecteur, c'était la meilleure partie. Il pensait être si malin, si invincible. Mais Béatrice était sur le point de lui montrer que même la femme la plus invisible peut causer la plus grosse explosion, et ça allait être glorieux. Le jour de Noël est arrivé, vif et froid, un peu comme mon cœur. Je me suis habillé avec soin, pas en noir vengeur, mais dans une joyeuse robe orange automnale. Après tout, c'était un jour de fête et j'étais sur le point d'offrir à quelqu'un un cadeau qu'il n'oublierait jamais. La vérité. J'ai déposé les enfants chez Sophie, lui donnant une vague excuse concernant une urgence de travail de dernière minute. Elle a marché, bien sûr. Sophie croit tout. Le trajet jusqu'à la maison de Blandine était étonnamment calme. Pas de main tremblante, pas de cœur battant la chamade, juste une détermination silencieuse, presque sereine. J'avais mon script mental prêt, mes chutes polies. Ce n'était plus une question de colère. C'était de l'art de la performance. Et Marc était sur le point d'être ma costard involontaire. Je me suis garé devant la maison, une charmante bâtisse à 2 étages avec une couronne sur la porte. Très pittoresque, très famille heureuse. J'ai pris une profonde inspiration, ajusté ma robe et marché jusqu'à la porte d'entrée. J'ai sonné. Un moment de silence. Puis la porte s'est ouverte et il était là, Marc, portant un tablier et tenant un couteau à découper, sa mâchoire est tombée si vite que j'ai cru qu'elle allait toucher le sol. Béatrice, croissatait-il, son visage se vidant de toute couleur plus vite qu'une aquarelle bon marché. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai souri, un sourire doux et innocent qui n'atteignait pas tout à fait mes yeux. Joyeux Noël, chérie. Tu as dit que tu étais bénévole à une soupe populaire, et j'ai pensé, comme c'est attentionné de la part de Marc. Je devrais lui faire une surprise et apporter un supplément de sauce aux érelles. Mais il semble que je sois tombé sur un tout autre genre de festin. Mes yeux passèrent derrière lui, observant le salon rempli de gens. Blandine, une femme blonde portant un tablier assorti, émergeait de la cuisine, l'air confus. 2 enfants, incontestablement ceux de Marc, jetaient un coup d'œil derrière elle. Tout le tableau était une image de bonheur domestique, violemment interrompue. Blandine, béni soit son cœur inconscient, s'avança. Oh, bonjour. Je suis Blandine. Êtes-vous une amie de travail de Marc? J'ai tendu la main, mon sourire s'élargissant. Béatrice. Et oui, on peut dire que nous travaillons très étroitement ensemble, depuis 15 ans, en fait. Je suis la femme de Marc. L'air dans la pièce s'est solidifié. On pouvait presque entendre le halètement collectif. Les yeux de Blandine, grands et bleus, passaient de moi à Marc, qui oscillait maintenant légèrement, comme s'il allait s'enflammer spontanément. Le couteau à découper tomba au sol avec fracas. Sa femme, murmura Blandine, sa voix à peine audible. La seule et unique, confirmai-je d'un signe de tête poli. Bien qu'il semble que Marc ait une définition plutôt large de seul et unique. Ou peut-être qu'il aime juste collectionner les femmes comme des timbres. Un passe-temps plutôt coûteux, j'imagine. Les enfants, sentant le changement d'atmosphère, commencèrent à pleurnicher. Une femme plus âgée, probablement la mère de Blandine, émergea de la salle à manger, le visage figé dans une confusion horrifiée. Bon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici, Marc Meunier, tonna-t-elle. Marc retrouva enfin sa voix. Un couinement pathétique. Béatrice, s'il te plaît. Pas ici. Oh, mais où ailleurs, chérie, répliquai-je, ma voix calme, presque conversationnelle. C'est ici que tu as choisi de passer Noël, n'est-ce pas? Avec ton autre famille. Il semblait juste que ta première famille puisse se joindre à la fête. Après tout, la famille c'est tout, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai jeté un regard appuyé vers Blandine, qui avait l'air d'avoir été percutée par un camion. La pièce a explosé.
Blandine a commencé à pleurer. Les enfants hurlaient à plein poumon, et la mère de Blandine criait sur Marc, qui semblait vouloir que le sol l'engloutisse tout entier. C'était un chaos glorieux. Je n'aurais jamais imaginé qu'une signature sur un papier ferait pâlir autant d'hommes adultes, et personne n'était même amateur d'art, pensais-je, en faisant référence au certificat de mariage. Tu m'as menti, Marc, hurla Blandine, les larmes ruisselant sur son visage. Tu m'as dit que c'était ton ex-copine folle. Oh, je suis folle, d'accord, interjectai-je. Assez folle pour réaliser que mon mari vivait une double vie. Et assez folle pour débarquer à Noël avec un sourire et un accompagnement d'angoisse existentielle. Marc trouva finalement un semblant de courage. Ou peut-être juste du désespoir. Béatrice, on peut en parler à la maison. La maison, raillai-je, un rire sincère s'échappant de mes lèvres. Laquelle, chérie? Celle où je paie le crédit immobilier ou celle où tu joues au papa et à la maman avec Blandine et les enfants? Parce que, spoiler, j'ai déjà demandé le divorce et je suis presque sûr que mon avocat va s'en donner à cœur joie avec la clause de bigamie. Le mot divorce resta suspendu dans l'air. Un coup final dévastateur. Marc avait l'air totalement vaincu. Un homme dont le monde soigneusement construit venait d'imploser dans un tourbillon de plumes de dinde et de larmes. Blandine sanglotait de manière incontrôlable, sa mère la réconfortant tout en lançant des regards noirs à Marc. Les enfants pleuraient toujours, et j'ai ressenti une pointe de quelque chose ressemblant à de la pitié pour eux. Ils étaient des spectateurs innocents dans la mascarade pathétique de leur père. J'ai jeté un dernier regard à la scène, l'illusion brisée d'une fête parfaite. Eh bien, dis-je en m'adressant à la pièce. Je pense que mon travail ici est terminé. Bon appétit pour la dinde, tout le monde. Et Marc, peut-être que l'année prochaine tu devrais essayer la vie de célibataire. C'est moins compliqué et certainement moins embarrassant. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis sorti, laissant derrière moi un dîner de réveillon qui resterait à jamais gravé dans les mémoires comme le jour où les deux vies de Marc Meunier sont entrées en collision. Et c'était, à sa manière tordue, parfaitement satisfaisant. Les retombées furent exactement aussi chaotiques et sombrement amusantes que je l'avais espéré. La vie de Marc a implosé avec la grâce d'une étoile mourante. Le divorce a été rapide, brutal et entièrement en ma faveur. Grâce aux preuves indéniables de ses activités familiales extrascolaires, Blandine, la pauvre chérie, a apparemment été tout aussi prise au dépourvu que moi. Et étonnamment, nous avons fini par prendre un café quelques semaines plus tard, non pas pour créer des liens sur notre misère commune, mais pour échanger des notes sur le style de tromperie particulier de Marc. Il s'avère qu'il lui avait dit que j'étais sa sœur en phase terminale qui vivait dans un chalet isolé. L'homme était un menteur pathologique, un véritable artiste de la tromperie. Je respectais presque cela. Presque. La vie après Marc était un mélange particulier de liberté et de l'odeur persistante des ponts brûlés. Mes amis et ma famille, autrefois si prompts à rejeter mes inquiétudes, se bousculaient maintenant pour offrir leur soutien. On a toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui, Béatrice, s'exclamait-il, oubliant commodément leur conseil précédent de simplement le laisser tranquille. Je souriais et opinais simplement du chef. Pas besoin d'en rajouter. J'en avais déjà assez fait. Les enfants ont étonnamment mieux pris la chose que ce à quoi je m'attendais. Ils étaient confus, bien sûr, mais les enfants sont remarquablement résilients, surtout lorsqu'on leur présente un récit clair, même si ce récit implique que leur père est un crétin de classe mondiale. Nous avons eu notre propre Noël cette année-là, juste nous trois, et c'était étonnamment paisible. Pas de femmes cachées, pas de silence gênant, juste des rires sincères et une farce légèrement brûlée. J'ai réfléchi à cette nouvelle normalité avec un petit rire cynique. C'était comme si j'avais vécu dans un film en noir et blanc, et que soudain quelqu'un avait appuyé sur l'interrupteur pour passer au Technicolor, bien qu'un Technicolor légèrement meurtri et abîmé. La douleur était toujours là, une douleur sourde, mais elle était éclipsée par un sentiment de libération. Je n'étais plus invisible. Je n'étais plus transparente. J'étais Béatrice, la femme qui a craché Noël et qui est partie avec sa dignité, un bon avocat et une vie entière d'anecdotes à l'humour noir. L'expérience m'a beaucoup appris sur moi-même. J'ai appris que j'étais plus forte que je ne le pensais, plus drôle que je ne le croyais, et bien plus capable d'orchestrer une humiliation publique que je ne l'avais jamais imaginée. Cela m'a aussi appris que parfois, les trahisons les plus profondes peuvent être le catalyseur des transformations les plus spectaculaires. Je n'étais pas une victime. J'étais une survivante, une conteuse et une comédienne accidentelle.
Ma vision philosophique de tout ça, la vie est une blague cosmique et parfois il faut juste rire avec, ou mieux encore, être celle qui raconte la chute. Marc pensait me la faire à l'envers. Mais il m'a juste fourni la matière pour ma prochaine grande performance. Et le public, eh bien, il était captivé. La maison semblait plus légère, l'air plus pur. Plus besoin de marcher sur des œufs autour des humeurs de Marc. Plus besoin de me demander où il était. Plus besoin de me sentir comme un personnage secondaire dans ma propre vie. J'étais la protagoniste maintenant, écrivant mon propre scénario, et ça allait être un blockbuster. Au final, la famille, c'est ceux qui ne vous rient pas au nez, seulement de la blague que vous êtes devenus.